OK, parfait. Phil, c'est moi qui flippe les acétates? OK. Juste à cliquer ici. OK. Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais savoir si tout le monde est présent autour de la table. S'il vous plaît, mettez un petit clic, un petit crochet vert, s'il vous plaît. Donc, Anne-Marie, Lucia, OK. Donc, qui d'autre? Géronel. Bon. Donc, ben, écoutez, merci de vous joindre à moi pour cette séance d'information sur la gestion du rendement. Donc, j'aimerais tout de même, avant de commencer, vous parler un peu de la façon dont je vais aborder le sujet. Quand on parle de gestion du rendement, on parle nécessairement de contrôle également, donc d'avoir en place des moyens de contrôle pour être en mesure de mesurer le rendement et par la suite de gérer le rendement. Et donc, dans ce cas précis, je vais vous donner quand même une petite base théorique. Certains d'entre vous sûrement ont déjà été exposés à certains concepts théoriques dont je vais parler aujourd'hui, mais également ces concepts théoriques-là vont être appuyés par des exemples pratiques que j'ai pris la peine de sélectionner dans les derniers jours. Et je vais naturellement ramener ça au contexte actuel, notre contexte, surtout en alphabétisation et formation de base, un peu avec ce que le ministère de la Formation des collèges et universités a tenté de faire depuis les 3 dernières années, c'est-à-dire la mise en place du cadre du CLAO, la mise en place du système de gestion du rendement, la mise en place du système de gestion des risques, et également la formation à distance, parce que ce sont des changements qui sont venus nous frapper de front dans les 3-4 dernières années. Donc, je vais tenter également d'illustrer un peu les concepts théoriques avec des exemples très pratiques qui nous touchent tous et toutes dans notre pratique de tous les jours. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le titre Gestion du rendement et contrôle. Là, je passe à la prochaine étape. Donc, dans un premier temps, on va définir c'est quoi l'efficacité et l'efficience, qui est en fait la base du rendement, et on verra pourquoi. Après ça, je vais parler un peu des habiletés des gestionnaires pour gérer le rendement, ce que ça nous prend vraiment pour être en mesure de gérer le rendement. Mais également, et ça va être appuyé par des exemples pratiques. Et tout au long de la présentation, je vais aussi utiliser des exemples qui vous sont connus. Et par la suite, on va parler du contrôle comme un outil pour nous aider à gérer le rendement et aussi également, je vais partager avec vous des exemples concrets. Quand je dis des exemples concrets, c'est des systèmes et des façons de faire que nous, à la COFA, on a mis de l'avant depuis les 3 dernières années. Suite à des discussions avec le ministère, suite à des discussions avec nos vérificateurs internes, suite également à moi comme gestionnaire, mon expérience de gestionnaire des systèmes que j'ai implantés auparavant et qui, jusqu'à preuve du contraire, nous donnent de bons résultats. Donc, sans plus tarder, on va commencer. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de développer une base théorique et pratique des concepts de rendement. Rendement, performance, souvent on utilise les deux termes interchangeables. Certains parlent de système de gestion du rendement, d'autres de système de gestion de la performance. Donc, des concepts de rendement performant et des concepts de contrôle que vous pouvez utiliser dans votre gestion quotidienne. Moi, je vous arrête tout de suite. Je ne donne pas une formation sur le système EIOS-CAMS. Quand on parle de EIOS-CAMS, j'aime mieux me tourner vers des professionnels comme Louise Lalonde, qui maîtrise le sujet beaucoup mieux que moi, qui a une expérience très pratique et qui est beaucoup mieux placée que moi pour parler de ces concepts-là qui sont liés au EIOS-CAMS. Donc moi, c'est vraiment, quand je parle de gestion du rendement, je parle dans une optique de gestion du rendement organisationnel. Comment améliorer le rendement de nos organisations, comment s'assurer qu'on fait de l'amélioration continue sur la base des résultats qu'on obtient. Et ça touche à tous les aspects de gestion du rendement, que ce soit la gestion du rendement de l'organisation, les objectifs qu'on a atteints, que ce soit la gestion du rendement des employés. Donc, on va couvrir ces concepts-là, que c'est plus un concept de gestion des organisations publiques plutôt qu'un concept de gestion de système comme EIOS-CAMS. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair comme présentation?
Objectif, etc. Si oui, petit crochet. Vous pouvez m'arrêter en tout temps pour poser des questions. C'est la façon de faire que je préfère. Donc, si au courant de la présentation, vous avez des questions, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Levez la main, puis on pourra répondre à vos questions pour le bénéfice des autres participants. Donc, je vais commencer par définir qu'est-ce que l'efficacité. Souvent, on dit qu'on sait c'est quoi l'efficacité, l'efficience, mais l'efficacité, là, c'est qu'on produit l'effet qu'on en attend. Donc, on décide de faire quelque chose et si on fait la chose en question, donc on produit l'effet qu'on attendait, qui répond à nos attentes, on parle d'efficacité. C'est une relation entre le résultat qu'on anticipe et le résultat attendu. Donc, souvent, quand on développe des plans, quand on développe des façons de faire, on veut atteindre certains résultats. Et quand on regarde si on a atteint les résultats ou non, ça, c'est une mesure d'efficacité. Si on atteint les résultats qu'on avait fixés, puis le résultat attendu répond au résultat anticipé, donc on a atteint le résultat attendu, à ce moment-là, on a un rendement qui est positif. Donc, c'est faire la bonne chose. Donc, on a une intention, on prend action, on obtient un résultat. Par exemple, en début d'année, quand vous recevez vos contrats du ministère, le ministère vous dit, par exemple, cette année, ta cible, c'est 30 personnes apprenantes. Donc, l'intention, c'est d'avoir 30 personnes apprenantes. Ce que vous allez faire, vous allez probablement développer un plan d'action. Si vous êtes, mettons, à 10 personnes apprenantes, vous devez avoir 30 personnes apprenantes, vous allez probablement vous développer un plan d'action et le ministère le demande également pour obtenir un résultat qui est d'atteindre la cible de 30 personnes. Bon. Naturellement, ce que ça veut dire, c'est que vous devez vous poser des questions. Oui, notre but, notre intention, c'est d'avoir 30 personnes. Le résultat, c'est qu'on veut avoir 30 personnes. On fait quoi pour combler l'écart entre le 20, le 30 qui nous demande ou le 10 qu'on a réussi à produire l'an dernier. Donc là, vous allez devoir développer un plan d'action parce que vous voulez faire la bonne chose qui est d'atteindre le résultat. Donc, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que l'efficacité, c'est de faire la bonne chose. On vous dit, voici ce qu'on veut et vous devez livrer ce résultat-là. Bon, ça, c'est l'efficacité. Le pendant à l'efficacité, c'est vraiment l'efficience. L'efficience, c'est-à-dire comment je peux produire le maximum d'extraits avec le minimum d'effort. Là, on parle vraiment de gestion de vos ressources à l'interne. Donc, c'est un synonyme de productivité et naturellement de rendement. Donc, si tu fais la bonne chose en utilisant de façon optimum, puis maximum ou optimum, tes ressources, donc ton ratio efficacité-efficience est bon, donc tu as un excellent rendement. Souvent, quand j'étais dans mon poste de gestionnaire, quand on arrivait à la fin de l'année et on devait faire des rapports d'évaluation de rendement, la première question qu'on se posait, c'est est-ce que la personne a atteint ses objectifs? Si la réponse est oui, on vient de mettre un crochet dans une petite boîte. Mais après ça, par la suite, on se posait la question à savoir, mais comment elle a atteint ses résultats? Est-ce qu'elle a utilisé 2 fois plus de ressources? Est-ce que son équipe est complètement épuisée et les gens s'en vont en burn-out? Et si c'est le cas, oui, elle a eu des résultats positifs, mais quand on regarde au niveau de l'efficience, c'est pas très reluisant. Donc, à ce moment-là, le rapport efficacité-efficience n'est pas très bon. Donc, le rendement de la personne en est affecté. Parce qu'il faut également se poser la question sur tu as atteint les résultats, mais comment les as-tu atteints? En utilisant à bon escient tes ressources ou non? Donc, c'est vraiment la relation non pas entre les attentes et les résultats, mais entre les résultats et les ressources. Donc, c'est bien faire la chose. Ici, j'ai Romel qui pose une question à tous les conférenciers qui dit si le maximum de ressources est utilisé, qu'on n'arrive pas au résultat escompté, qu'est-ce qui devrait être fait? Donc, ce que Romel soulève ici, c'est effectivement une question qui se pose. Dans un premier temps, ça peut arriver qu'on n'atteint pas les résultats, mais qu'on a utilisé les ressources au maximum. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Dans un premier temps, c'est est-ce que les objectifs qui ont été fixés et les mesures de rendement étaient adéquates? Est-ce qu'il y avait un équilibre entre les objectifs qu'on vise et les mesures de rendement qu'on s'est données?
Donc, par exemple, si on te dit tu dois produire, par exemple, dans une année, ta cible de personnes apprenantes, c'est 100 personnes apprenantes, mais que tu es dans une petite communauté où la population totale francophone est d'à peu près 500 personnes, on peut se poser la question du lien entre la cible qu'on t'a fixée et le nombre d'apprenants potentiels que tu as dans ton secteur. Donc, est-ce que la cible qui était demandée est trop élevée? Dans ce cas-là, la réponse est probablement oui. Tu vas utiliser le maximum de tes ressources pour essayer d'atteindre ce résultat-là, mais tu ne seras jamais capable parce qu'il y a des facteurs extérieurs ou il y a des objectifs qui ont été fixés qui ne sont pas réalistes. Donc, entre l'objectif que tu t'es fixé, l'objectif que tu te fixes doit être réaliste, ni trop faible parce que tu vas sûrement dépasser tes objectifs en n'utilisant pas le maximum, ni trop élevé parce que tu n'atteindras jamais tes objectifs. Donc, il faut que tu te fixes un objectif où tu essaies de trouver l'équilibre entre faire la bonne chose et bien faire la chose. Donc, l'équilibre entre les résultats et les ressources que tu as. Et c'est pas souvent facile, je suis le premier à l'admettre. Ça prend une certaine expérience pour le faire, mais c'est une chose qu'on apprend avec essai-erreur. Des fois, on va tomber sur le bon résultat au bon moment avec les ressources qui a été fixée, d'autres fois non. Encore une fois, il faut questionner la pertinence des objectifs, la pertinence des ressources qu'on a en main. Donc, c'est une bonne question parce que souvent ça arrive. Quand vous dépassez constamment vos objectifs ou les résultats que vous atteignez, la question se pose également, est-ce que mes objectifs ne sont pas assez élevés? Si par exemple vous avez des objectifs que vous n'atteignez jamais, la question se pose, est-ce que les objectifs sont trop élevés? D'autres choses, est-ce que je gère bien mes ressources? Est-ce que non seulement il faut parler d'avoir des objectifs qui sont équilibrés, qui sont atteignables, mais également, il faut se poser la question, c'est nous, comme gestionnaires, est-ce qu'on gère bien les ressources qui nous sont confiées? Est-ce qu'on fait, par exemple, est-ce qu'on essaie de voir, par exemple, s'il y a des façons de sauver des sous? Est-ce que, je vais vous donner un exemple très concret. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec des formateurs, formatrices qui me disaient que, par exemple, pour eux, travailler avec la formation à distance, ce que ça permet de faire, c'est que pendant que les étudiants sont en cours à distance dans leur centre, ça libère un peu de leur temps, puis ils peuvent se concentrer sur des tâches administratives pour lesquelles il y aurait peut-être moins de temps parce qu'ils doivent se concentrer à leur personne apprenante. Donc, c'est une façon pour eux de maximiser l'utilisation des ressources disponibles, surtout quand il n'y en a pas beaucoup, par l'utilisation d'un moyen qui est mis à leur disposition. Donc, il faut se poser ce genre de questions-là. Moi, je vais vous donner un exemple. Cette année, on a négocié avec Bell Canada nos tarifs d'Internet puis de téléphone, puis on a eu une réduction de 50%. Donc ça m'a permis de prendre ces sous-là et de réinvestir ces sous-là dans des activités de la COFA qui sont bénéfiques pour les centres et qui sont bénéfiques également pour les personnes apprenantes. Donc, merci pour ta question. Est-ce qu'il y a des questions sur efficacité et efficience jusqu'à pour l'instant? On continue? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parfait, merci. Quand je vous pose une question comme ça, faites juste un petit crochet, ça va me permettre de continuer. Par la suite, donc, quand on regarde la relation efficacité-efficience, c'est une relation, comme on dit, d'équilibre, check and balance. On essaie d'atteindre un équilibre entre les résultats et l'utilisation des ressources. Donc, se rappeler toujours que l'efficience, c'est bien faire les choses, l'efficacité, c'est faire les bonnes choses. Donc là, vous avez une série de mots-clés qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes efficace ou efficient. Donc, efficience, c'est savoir comment faire les choses, c'est le comment, c'est les moyens qu'on utilise, c'est les méthodes et les processus, c'est le médium, tandis que l'efficacité, c'est savoir quoi faire, pourquoi on le fait, les buts, les objectifs, le contenu, le fond, le message, etc. Et on verra tantôt, quand on parlera du comment, des moyens et des méthodes qu'on se donne, je vais illustrer la relation efficacité-efficience avec des exemples concrets qui nous touchent plus particulièrement. Donc, quand vous regardez ce que le ministère essaie de faire, par exemple, on va juste regarder un peu quand on parle du fameux EIOS CAMS.
c'est que le ministère, une fois par année, vous envoie un contrat dans lequel le ministère vous dit voici les cibles que je veux que tu atteignes, mais voici le rendement aussi que je veux que tu atteignes. Par exemple, on pourrait dire que sur les 12 indicateurs de performance, on veut atteindre, par exemple, une cote totale de 5,90. Ça veut dire que vous êtes performant, vous avez rencontré ce qu'on vous a demandé. Mais le ministère, en contrepartie, dit si on te fixe des objectifs et des indicateurs de performance. Également, on te donne un certain financement pour être en mesure de réaliser ces objectifs-là et être en mesure de t'assurer que tu rencontres les indicateurs de performance qu'on t'a fixés. Donc, non seulement le ministère te fixe des objectifs d'efficacité et d'efficience, donc faire la bonne chose. Faire la bonne chose, c'est effectivement de donner une formation qui est adéquate aux personnes apprenantes dans un contexte particulier qui s'appelle le cadre du CLAO, avec des mesures de performance qui sont bien établies. Et ces mesures de performance-là te disent également c'est quoi les bonnes choses qu'ils veulent que tu fasses. Par exemple, ils veulent tant de pourcentage qui est donné pour les personnes qui seraient handicapées, qui ont eu des accidents de travail, qui sont francophones, autochtones, etc. Donc, on te dit oui, tu as des cibles à atteindre, oui, tu as des bonnes choses à faire, donc faire les bonnes choses, mais ça veut dire également que tu as des cibles en termes de type d'auditoire qu'on vise. Et d'un autre côté, on te dit, en passant, on te donne un certain montant, on veut que tu utilises, que tu optimises, maximises les ressources qu'on te donne pour être en mesure de livrer les résultats qu'on t'a demandé de livrer. Donc, c'est sur le comment faire. Et le ministère insiste beaucoup sur l'amélioration continue. Par exemple, dans un contexte de gestion du rendement, comme le ministère nous l'a fixé, quand on parle d'amélioration continue, comment qu'on s'améliore pour atteindre nos cibles, pour atteindre nos indicateurs de performance, mais ça va plus loin que ça. Quand le ministère parle de la pointe de l'iceberg, c'est la pointe de l'iceberg. Tout le dessous qu'on ne voit pas, c'est vraiment toute la gestion organisationnelle, la capacité organisationnelle. Est-ce que tu as les systèmes qui sont mis en place pour t'assurer que tu rencontres les résultats en utilisant de façon optimale les ressources qui sont disponibles. Donc ça fait partie du questionnement que vous devez avoir quand vous décidez de gérer votre rendement. Ce qui veut dire aussi, c'est de vous remettre en question comme gestionnaire. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas? Est-ce qu'il y a des processus, des procédures que je n'ai pas mis en place? Par exemple, quand on parle de gestion du rendement de nos employés, il y a certains d'entre vous ont un employé, deux employés, qu'on en ait 1, 10 ou 15, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut gérer le rendement de notre employé. Puis comment qu'on fait ça? Bien, en début d'année, on s'assoit avec la personne, on fixe des objectifs de rendement. Après 6 mois, on fait une revision, on voit si la personne a besoin de formation spécifique dans certains domaines pour lui permettre d'avoir les outils nécessaires pour mener sa tâche à bien. Ce qui veut dire que non seulement on gère son rendement, mais on doit également aider cette personne-là à avoir du succès. Donc, on va la former, on va l'encadrer, on va la coacher. À la limite, on va devenir son mentor. Et une fois que c'est fait, on doit s'asseoir avec la personne et voir si les objectifs ont été atteints avec les moyens qu'on a mis à sa disposition. Donc, la gestion du rendement, c'est également la gestion du rendement de vos employés, mais la gestion de votre organisation. Et souvent, dans nos organismes, quand on parle d'efficacité, d'efficience, une bonne place pour commencer, c'est toujours avec le rapport de notre vérificateur interne, qui lui, oui, couvre souvent le contexte financier, mais également va à l'occasion soulever des enjeux dans les procédures, les processus qui sont moins clairs. Par exemple, nous, cette année, chaque année, quand notre vérificateur Marcel Lavallée vient ici, il choisit un sujet. Et donc, l'an passé, le sujet qu'elle explorait plus étroitement, c'était la gestion de nos congés. Donc, nous, on a un système électronique qu'on a mis en place en se basant sur Smartsheet. Et tous les congés sont notés, de façon électronique avec un document papier qui l'approuve et on a développé un processus. Et donc, le vérificateur est venu, il a dit c'est très bien. Par contre, on aimerait peut-être que vous améliorez la gestion du temps, c'est-à-dire on a plusieurs projets, l'employé fait
tant d'heures sur un projet, tant d'autres heures sur un projet. Donc, ça améliore, si vous voulez, la redistribution du temps sur différents projets. Donc, sur la base il a vérifié nos vacances en disant que c'est un bon système, mais est-ce que vous pouvez faire la même chose pour la vérification du temps des employés? La réponse était oui, puis on a mis un système en place cette année. J'ai encore une autre question ici de Romel. Si je porte un double chapeau, à savoir formateur et gestionnaire, comment arriver à évaluer mes propres performances? Ben ça, Romel, c'est pas compliqué. C'est que dans un premier temps, toi, tu as un patron ou une patronne et tu te rapportes à cette personne-là. Et cette personne-là doit de tenir compte de ton double rôle, ton rôle de formateur et ton rôle de gestionnaire, te fixer des objectifs qui sont en fonction de ton rôle de formateur et de ton rôle de gestionnaire, et à partir de ce moment-là, d'évaluer ton rendement. Donc, prochaine à cette étape. Donc, l'efficacité organisationnelle, je trouve ça intéressant, c'est si seuls les résultats organisationnels prouvent la compétence des gestionnaires, c'est à partir de l'efficacité organisationnelle qu'il faut évaluer les gestionnaires et c'est à l'efficacité organisationnelle qu'il faut les former. Donc, ce qui veut dire ici, c'est que comme gestionnaire, le succès de votre organisation repose en grande partie sur vos épaules. Pourquoi? Parce que vous êtes la tête dirigeante normalement, parce que vous allez établir et mettre en place des systèmes pour vous assurer que le rendement de votre organisation est un rendement adéquat, que ce soit en fonction des objectifs qui vous ont fixés par vos bailleurs de fonds, que ce soit en fonction des objectifs qui vous ont fixés par votre conseil d'administration. Si votre organisation est performante et que le rendement est au rendez-vous, donc vous allez être évalué en fonction du rendement que vous avez atteint et c'est pour ça qu'il est important que vous soyez formé pour être en mesure de prendre les bonnes décisions. Et pour être formé, ça veut dire que ça prend, comme je le mentionnais tantôt, ça prend une certaine base théorique. Pourquoi une base théorique? Parce que quand on enseigne un peu de théorie en gestion, c'est qu'on utilise différents modèles. Les modèles sont là pour illustrer souvent des réalités qui sont très complexes et le fait d'avoir certains modèles ou de comprendre certaines théories nous aide à mettre en place des outils qui vont nous servir à mieux gérer le rendement, à mieux contrôler les différentes facettes de notre organisation. Par exemple, quand on comprend un peu la question des processus d'affaires qu'on veut mettre en place et qu'on s'aperçoit qu'on a des lacunes dans certains domaines de l'organisation et qu'on veut développer des processus, ben le fait de comprendre c'est quoi un processus, à quoi ça sert et d'en développer va à la limite vous permettre de vous assurer que pour certaines fonctions de gestion, que ce soit les finances, la gestion des employés, etc., vous avez des processus en place. Et le fait de comprendre le besoin des processus, comment ça se fait, va vous aider à améliorer la qualité de votre rendement. Nous, par exemple, à la COFA, quand on a, dans une politique qui est clairement établie, on a effectivement mis en place un processus pour la gestion du rendement de notre personnel. On a également mis en place des processus pour la gestion de nos contrats. On a mis en place des processus pour le paiement des factures par carte de crédit. Pourquoi? Parce que ça fait partie des demandes que le ministère fait dans le contrat qu'on a signé avec lui. Et souvent, c'est seulement une ou deux lignes, mais c'est une ou deux lignes qui sont importantes. Puis il faut que tu t'assures que tu as en place les contrôles nécessaires pour t'assurer que tes clauses contractuelles sont rencontrées. Juste rapidement sur les principaux modèles de l'efficacité organisationnelle, on parle souvent de buts. Donc, quand tu atteins tes buts, tu as rempli ta mission. On parle de ressources. Donc, pour atteindre ta mission et tes buts, tu dois acquérir les ressources nécessaires, que ce soit des ressources physiques, des ressources matérielles, des ressources humaines. Les processus internes, donc, tu fonctionnes de façon harmonieuse parce qu'à l'interne, tu as des processus qui sont clairement établis, qui sont également compris par les membres de ton équipe. Tu as des groupes constitutifs stratégiques, donc tu réponds aux attentes de certains groupes constituants comme les bailleurs de fonds, comme ton conseil d'administration, comme la communauté dans laquelle ton organisme évolue. Ta légitimité, donc tu réponds aux normes d'une population, d'un gouvernement, tu as des lettres patentes. Les initiatives
l'efficacité, donc tu ne fais pas d'erreur majeure, donc tu représentes moins d'inefficacité. Et la flexibilité, tu ne crains pas d'avoir l'air irrationnel aux yeux de tous ces modèles, puis de temps en temps, il faut que tu sois inefficace pour survivre et développer. Ce que ça veut dire, ça, c'est que souvent dans des environnements externes qui sont très changeants, il peut arriver à l'occasion que tu tentes de nouvelles expériences, que tu mettes en place des projets pilotes. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins bien. Mais parce que tu as fait des essais et des erreurs, à la limite, tu vas trouver que tu as un modèle qui est plus efficace pour toi. Tu as été inefficace pendant un bout de temps, mais ça t'a permis à la longue d'être plus efficace. Ça s'appelle en bout de ligne l'amélioration continue. Et de développer des critères de comparaison. On dit souvent quand on se compare, quand on se compare, non, je me rappelle plus, là, mais il y avait un terme là, qui ressemblait à ça. C'est quand tu te compares, tu te consoles. C'est ça. Donc, regardez un peu ce qui se fait ailleurs, essayez de se comparer à des organisations similaires. Moi, je peux vous dire, c'est pas un secret pour personne. Quand on a commencé à implanter la formation à distance, parce qu'on a eu un mandat du ministère de la Formation des collèges et universités, on a été voir ce qui se faisait du côté anglophone pour voir c'était quoi les meilleures pratiques, puis qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Qu'est-ce qui faisait que nous, on trouvait que c'était pas ce qu'on voulait faire. Donc, c'était quoi les meilleures pratiques et qu'est-ce qu'on pensait qu'on pouvait améliorer. Donc, se comparer à d'autres organisations qui sont dans le même type d'environnement que le nôtre. Donc, quand on parle d'habileté des gestionnaires, donc si on regarde un peu le contexte d'efficacité et d'efficience, l'importance de la gestion du rendement, on vous a donné quelques exemples. Mais pour être un bon gestionnaire, ça vous prend certaines habiletés, comme des habiletés techniques. Maîtriser les procédures, les méthodes, les techniques et l'atteinte des résultats. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, quand vous êtes dans le domaine de l'alphabétisation, il y a certaines habiletés techniques qui sont nécessaires. Par exemple, connaître l'andragogie, parce que notre cible, c'est des personnes, des adultes, des personnes apprenantes adultes. Donc, on n'aborde pas une personne apprenante de la même façon qu'on aborde un étudiant du secondaire, par exemple. On aborde un adulte avec des techniques andragogiques plutôt que des techniques pédagogiques. Donc, il y a une certaine technicité autour du domaine de la formation des adultes. En plus de ça, il y a certains modèles aussi modèles techniques, comme par exemple, dans notre cas, c'est le cadre du CLAO, les 6 grandes compétences, les tâches jalons, etc., etc. Donc, ça aussi, il faut les maîtriser. Et naturellement, il y a également l'importance d'atteindre les résultats. Donc, il y a des habiletés techniques qui sont importantes à notre domaine. Les habiletés humaines également. Donc, être capable d'influencer votre CA, d'influencer votre clientèle, d'influencer le ministère, de motiver et de diriger des personnes. Puis là, je vais faire ouvrir une petite parenthèse, c'est que la motivation, c'est un élan intérieur. On ne peut pas motiver les gens, ce sont les gens qui se motivent. Notre rôle comme gestionnaire, c'est vraiment de créer un environnement qui permet à ces gens-là d'être motivés. Et ça passe par le leadership, ça passe par la communication, ça passe par l'empathie. Et les habiletés conceptuelles. Donc, d'être capable d'analyser, de faire de la synthèse, de concevoir des formations, d'être capable de donner des formations. Donc, vous avez un certain, comment dire, des certaines habiletés au niveau de la conception, au niveau de l'analyse, au niveau de la synthèse, comprendre des problèmes et être capable de prendre des décisions. Donc, ça, c'est les grandes habiletés des gestionnaires. Et naturellement, pour les développer, il faut travailler là-dessus continuellement. Moi, je vais être très honnête, quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, j'avais les habiletés humaines et les habiletés conceptuelles parce que j'étais gestionnaire la très grande partie de ma vie. Mais au niveau des habiletés techniques, j'étais plutôt un pee-wee, un junior. Parce que j'arrive dans un domaine, l'alphabétisation, la formation des compétences, qui est quand même un domaine technique, un domaine qui est complexe avec une clientèle qui est différente, une clientèle qui présente différents niveaux d'OFB dans un contexte andragogique. Donc, au niveau des habiletés techniques, la première année a été vraiment de développer ces habiletés techniques-là pour être en mesure de bien répondre aux mandats qui m'ont été fixés. Côté formation à distance, j'avais aucun problème parce que j'avais travaillé beaucoup sur ces concepts-là, j'avais implanté des systèmes, mais du côté de l'alphabétisation et des formations de base, là, c'était vraiment un peu plus difficile. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent?
Linda, tu n'as pas de questions, donc c'est clair? Bon. Donc, jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? OK. Est-ce que jusqu'à présent, c'est des concepts qui vous parlent? Parce que là, on va passer à la partie un peu plus pratique. Oui, parfait. Donc, on continue. Les exemples pratiques. Ça, c'est des exemples qui viennent de notre quotidien à tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Le plan d'affaires de la COFA 2015-2016. Là, on va parler d'efficacité, on va parler d'efficience. Ça, c'est vraiment ce qui était dans mon plan d'affaires. Je n'invente rien. C'est des suggestions qu'on a eues de nos membres qui ont été approuvées par le conseil d'administration. Donc, pour la phase 2 de la campagne de promotion du réseau de la COFA, développer 5 capsules vidéo d'histoire à succès pour la campagne Facebook et promouvoir les services d'AFB francophones auprès des partenaires et employeurs. Résultat, une augmentation du travail Facebook. Mesure de rendement, 250 visites sur Facebook et sondage téléphonique auprès des partenaires et employeurs pour mesurer l'impact de la campagne. Fait que ici, j'ai un produit livrable, j'ai un résultat que je vais atteindre et j'ai une mesure de rendement. Les plans d'affaires des organismes de soutien est un peu différent du plan d'affaires des organismes, des fournisseurs de services, mais vous allez voir tantôt que nous, à la COFA, on a comment dire, un rôle corporatif parce qu'on représente nos membres auprès des gouvernements et qu'on est responsable de développer des capacités organisationnelles de notre réseau, mais également on est fournisseur de services avec la formation à distance. Donc, vous avez ici un plan d'affaires COFA 2015-2016. Donc, on nous dit voici, puis dans mon contrat, c'est repris, tu as un livrable qui s'appelle phase 2 de la campagne de promotion et tu as des résultats atteints puis tu as une mesure de rendement qui est claire. Et chaque 4 mois, je remplis un RTA, un rapport qui fait état de l'avancement de mes projets. Donc, ça, c'en est un. Deuxièmement, prochaine acétate, on continue. On a un autre plan, quand je reviens à la précédente, ça, c'est vraiment, quand on parle d'un plan d'affaires, c'est l'ACOFA dans son entièreté. Ça, c'est un produit livrable qui est corporatif. Ça touche à tous nos membres. Donc, on avait la partie 1, la phase 1 l'an dernier, qui était vraiment d'aller chercher plus de personnes apprenantes. Et on a vu dans nos chiffres une augmentation. Voyez-vous, en 2013, on avait à peu près 2450 personnes qui ont utilisé la formation en AFB du réseau francophone. Donc, tous les centres ensemble. En 2014, ça a monté à 3000 personnes. Donc, on a eu 500 personnes qui ont été augmentées. Et là, cette année, on vise surtout les partenaires anglophones pour qu'ils soient en mesure d'aiguiller les apprenants francophones vers les services en français. Parce que ça, c'est un enjeu qui a été soulevé souvent par nos membres. Donc, ça, c'est un plan qui est un livrable qui touche vraiment au corporatif de la COFA, donc qui représente ses membres. L'autre composante du plan d'affaires, l'autre produit livrable, c'est d'adapter des cours du service de formation en format inversé. Donc, on a dit on va adapter nos cours en direct, puis on va faire des vidéos, etc. Puis on veut 2 cours cette année qui soient développés en utilisant une approche. Bon. Ça, c'est un autre objectif, un autre livrable, et ça touche plus particulièrement le fait que le ministère veut qu'on augmente nos cibles, mais ça ne peut pas aller du côté de la FAD parce que la FAD, c'est un livreur de service, mais nous, comme organisme, on va donner un coup de main à la formation à distance pour qu'ils puissent donner des cours en format inversé. Et la beauté des cours en format inversé, c'est que ça permet aux gens d'avoir le matériel avant le cours, d'étudier le matériel, puis quand on se réunit pour le cours, qui dure à peu près 90 minutes selon nos modules, ça permet aux gens d'avoir des discussions plus poussées sur le matériel. Donc là, vous avez vu 2 objectifs qu'on s'est fait fixer, qui étaient dans notre contrat. Maintenant, regardez le plan d'affaires de la FAD. Ça dit, nous allons développer avec l'aide d'experts et de logiciels reconnus de nouvelles approches d'enseignement novatrices axées sur des besoins réels dans une voie spécifique. Ces 2 méthodes sont des cours inversés, des cours de formation mixtes et jumelés. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qu'on a fait, c'est que oui, on a des rendements rencontrés. Dans notre cas à nous, on s'est assuré que
ce qu'on couvrait dans le plan d'affaires de la COFA comme entité corporative trouvait son lien également dans le plan d'affaires de la formation à distance. Ce qui veut dire qu'on a fait le lien au niveau du rendement de la COFA et du rendement de la FAD. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, du côté de la COFA, on va développer les cours inversés. Du côté de la FAD, on va utiliser ces cours inversés-là pour augmenter la clientèle. Donc, on a fait en sorte de l'utilisation maximum de nos ressources. Donc, d'un côté, on développe, de l'autre côté, on utilise. Ça, c'est une bonne façon, une façon efficiente d'optimiser, maximiser les ressources qu'ils nous ont données. Donc, on fait la bonne chose parce que cette année, on est en train de mettre en place la campagne de promotion phase 2 qui ne s'adresse pas aux personnes apprenantes, mais qui s'adresse plutôt à nos partenaires anglophones pour qu'ils comprennent que les services du réseau francophone de la COFA sont là pour recevoir des francophones, mais on a également à améliorer les façons de faire pour donner des formations. Donc, faire la bonne chose, on a eu, si on revient aux deux acétates précédentes, deux diapositives précédentes, on nous dit voici ce que vous voulez faire, voici ce que vous devez faire. On a proposé, c'est accepté, donc on est en train de faire la bonne chose parce qu'on fait une campagne 2. On a eu des résultats l'an passé qui prouvent que ça a fonctionné. Donc, le ministère, sur la base de ces données-là, s'est dit ça fonctionne. On va continuer cette année. Donc, on a eu le financement pour ça. Et on a également dit il faut qu'on travaille à augmenter le taux de rétention de nos personnes apprenantes. Puis pour ce faire, il faut qu'on développe des façons différentes de faire des cours. Et on a lié ça à la FAD. Donc, on fait les bonnes choses, mais on fait bien les choses. Parce que dans le cas, par exemple, des cours inversés, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré d'optimiser le niveau de ressources qu'on avait. Donc, on voulait être efficace et efficient. Et pour ce faire, ce que moi j'ai fait avec mon groupe au complet, c'est qu'on fait une fois par année une journée de planification opérationnelle. Donc, une fois que nos plans d'affaires sont approuvés, puis il y a tout un processus, donc on demande à nos centres s'ils ont des idées, on parle avec la formation à distance s'il y a des idées, on met ça dans un sac, on brasse ça, on sort les bonnes idées, on fait des demandes de subvention au ministère, le ministère nous approuve notre plan d'affaires. Une fois que ça c'est fait, on sait ce qu'on a à faire. Mais après ça, il faut qu'on s'assure qu'on a les ressources en place. Donc, on fait une journée complète de planification opérationnelle, puis vous allez voir tantôt, on va vous illustrer comment c'est fait. Donc, tantôt, je parlais je m'excuse si c'est un peu petit parce que c'est un screenshot. Nous, on utilise un logiciel, puis je vous dis, là, nous, on utilise un logiciel en ligne qui s'appelle Smartsheet, très facile à utiliser. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois par année, comme je le mentionnais, on a une réunion de planification opérationnelle et là, on prend chacun des livrables. Par exemple, dans ce cas-là, ici, on a vraiment la formation inversée. Donc, on prend le micro-programme Google, micro-programme Introduction à l'informatique. Donc, plus on se donne vraiment des étapes. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'il manque une ligne. La personne qui est responsable, c'est Philippe Landry. Donc, il y a des dates. En septembre, il faut qu'il commence à travailler là-dessus. Donc, il faut qu'il revise la matière du cours au niveau informatique, Internet, Web, diviser chaque module en 5 sections, écrire des scénarios de narration, créer des quiz pour chacune des sections, etc., etc. Donc, on a décortiqué les différentes étapes du travail. Donc, on a pris, par exemple, si je reviens ici, on a pris juste un livrable qui s'appelle Adaptation des cours du service de formation à distance pour adultes de l'Ontario. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un plan opérationnel sur une activité particulière et c'est cette activité-là qu'on a décortiquée avec des dates, donc un rapport. Donc là, on a travaillé sur les cours. On donne déjà des cours de façon inversée. On est en train d'aller chercher du feedback des étudiants parce qu'on doit écrire un rapport qui va être préparé au mois de janvier. Et donc, une fois que le rapport sera fait, on aura des données probantes sur la qualité, sur le taux de participation, sur le taux de satisfaction. Et ça servira dans notre RTA final à dire voici l'expérience qu'on a fait, on a eu le financement, voici les résultats qu'on a obtenus. Et donc, on fait ça pour chacun des produits livrables avec les résultats qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est vraiment
de partir, si on veut être efficace et efficient, pour être efficace et efficient, il faut savoir faire ce qu'on fait. Puis là, si vous êtes fournisseur de services, vous dites, ouais, mais ça c'est pas vraiment pour nous. Je m'excuse, c'est exactement la même chose pour vous. Parce que Kimberly, qui est responsable de la formation à distance, quand elle dit, par exemple, dans son rapport dans son plan d'affaires, qu'elle veut atteindre, par exemple, 450 personnes apprenantes cette année, elle va développer avec l'équipe un plan opérationnel, des activités du plan opérationnel qui va dire si on veut atteindre ces objectifs-là, quelles sont les étapes qu'on doit mettre en place pour atteindre nos objectifs. Si, par exemple, on veut améliorer la qualité de certains de nos cours, qui va être responsable et quelles sont les étapes? Donc, comme fournisseur de services, un plan opérationnel, c'est exactement la même chose. Je vais vous donner un autre exemple. L'autre exemple, c'est vraiment, on a pris dans la phase 2, une des activités qui est la production de vidéos. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a rédigé un contrat pour que les PA, les personnes apprenantes et les centres nous autorisent à les filmer puis à diffuser ces vidéos-là. Après ça, on a créé un comité de travail. Certains d'entre vous, probablement, sont sur ce comité de travail-là. On a créé des affiches, on a fait l'approbation des affiches, on a publié, on a trouvé 4 personnes apprenantes pour les vidéos, on a établi un échéancier de tournage, on a élaboré un itinéraire, on a terminé le contenu des vidéos, on a fait approuver le contenu, etc., etc. Et là, actuellement, on est en train de travailler là-dessus et on a ici Nathalie. Pour chaque étape, on a une personne qui est responsable avec des dates de livraison. Donc, on a déjà identifié les étapes de production, on a déjà identifié les personnes responsables et on a déjà identifié les dates de tombée de ces activités-là. Donc, quand on fait un plan opérationnel comme ça, que ce soit pour un fournisseur de services ou que ce soit pour un organisme de soutien, ce qui est important, c'est qu'au début, quand on a un livrable et des résultats, on soit en mesure de mettre en place des processus et des façons de faire qui vont nous permettre d'assurer un succès, d'assurer l'atteinte des résultats. Donc, nous, les outils qu'on se développe, c'est d'un outil d'activité, un plan opérationnel, un plan opérationnel complet avec des activités qui sont clairement identifiées. Donc, vous avez l'activité, la personne qui est responsable, les dates de tombée. Donc ça, ce que ça vous permet de faire, c'est de suivre vos résultats tout au long de l'année et de voir s'il y a des écarts positifs ou négatifs, parce que le but, c'est également ça. Si vous avez des écarts négatifs, vous prenez du retard, vous êtes en mesure de faire les corrections immédiatement. Vous ne vous réveillez pas un mois avant la fin de l'année fiscale où vous devez livrer des résultats et vous ne savez pas ce que vous êtes rendu. Le plan vous permet de suivre chacune des étapes de production pour l'atteinte de vos résultats. Donc ça, c'est une façon de travailler et l'efficacité, donc faire la bonne chose, et l'efficience de bien faire la chose. Et ce que vous remarquez ici quand on parle d'efficience, c'est que les ressources qui sont consacrées à ces activités-là sont clairement identifiées. Ils sont déjà sur un document. Il y a déjà des dates de tombée. On sait ce que les gens vont produire, puis on sait à quelle date ils vont le produire. Après ça, il reste à vérifier la qualité des extraits, la qualité des résultats. Mais ça, c'est une chose qui va vous aider à encadrer votre gestion du rendement. Donc, ça, c'était la première partie, efficacité et efficience. Donc, ici, l'efficacité des gestionnaires, ce que ça vous prend, c'est des connaissances, des habiletés, une technique, une dynamique interpersonnelle. Donc, vos connaissances, c'est vraiment le savoir. Vos habiletés, c'est votre savoir-faire. Vos dynamiques interpersonnelles, c'est le savoir-être. Donc, vous êtes en mesure, quand vous avez ces connaissances-là, ces habiletés et une dynamique interpersonnelle, de pouvoir diagnostiquer, percevoir les choses, comprendre la complexité, concevoir, imaginer et être en mesure d'agir, donc de passer à l'action sur votre clientèle, vos ressources, vos personnes, vos ressources humaines, vos structures et vos acteurs stratégiques. Donc, quand je parlais tantôt de gestion du rendement, ça prend aussi des habiletés, donc on parle d'efficacité des gestionnaires, pour vous permettre d'atteindre ces résultats-là. La prochaine partie, deuxième partie de mon cours, c'est le contrôle. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce moment-ci avant qu'on passe à la partie contrôle? Bon, est-ce qu'il y en a qui s'endorment? Non? OK.
Donc, Linda vient de me sourire, donc je me sens mieux. Chantal aussi. Donc, merci beaucoup. On continue. Si vous trouvez que, puis là, comme je vous l'ai dit, j'essaie d'illustrer mes propos avec des exemples concrets, des exemples qui touchent à notre quotidien. Mais si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, servez-vous du chat pour me poser des questions ou quoi que ce soit. Donc, quand maintenant on parle de l'autre, le contrôle. Bon, le contrôle et le rendement, c'est deux faces d'une même pièce. Si tu veux bien gérer ton rendement et bien suivre ton rendement, ça te prend des mesures de contrôle. On n'a pas le choix. On disait que l'objectif du plan, c'est de spécifier un résultat que l'on désire obtenir, mais l'objectif du contrôle, c'est de déterminer si on atteint le résultat ou non. Donc, ça nous sert à réaliser le plan. Tantôt, je vous disais, on a des livrables, on a des résultats, on a mis en place des activités pour le plan opérationnel, mais il faut également que je mette en place des moyens de contrôle. Bon, la vie nous est facilitée par le ministère parce que le ministère exige une fois aux 3 mois de remplir un RTA qui est un moyen de contrôle. Donc, le ministère veut s'assurer 4 fois par année si les projets qu'on a dit qu'on allait mettre en place se réalisent, sont en retard ou non. Donc, ça nous force une fois aux 3 mois à se poser la question de savoir est-ce qu'on atteint nos résultats, est-ce qu'on a un écart positif, ça va bien, un écart négatif, ça va moins bien, est-ce qu'on doit mettre en place des mesures pour redresser le plan pour qu'on soit en mesure d'atteindre nos résultats. Le problème apparaît quand il y a un écart entre ce que l'on veut et ce que l'on a. Est-ce positif ou est-ce négatif? Comme je le mentionnais tantôt, si c'est trop souvent positif, c'est parce que nos objectifs sont pas assez élevés. Si c'est constamment négatif, c'est parce que nos objectifs sont probablement trop élevés. Et donc, on essaie de trouver l'équilibre. Donc, quand on prépare un plan, on essaie de trouver un équilibre entre l'atteinte des objectifs, les ressources qu'on a. On ne veut pas, comme on dit, comme disent les Anglais, under-deliver ou comme disent les Anglais, overachiever. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre à ce moment-là. Prochaine à cette étape, bon, sens du contrôle, encore une fois, dans un sens positif, c'est un moyen de nous informer sur la différence entre l'intention et la réalisation du plan. Donc, ça, c'est le premier sens du contrôle. Puis c'est un contrôle une façon plus positive d'avoir le contrôle. Le deuxième sens, ça peut être tenir en main. Tenir en main, ça veut dire de tout on peut vouloir tout contrôler. Quand on parle souvent des micro-gestionnaires, micro-managers, souvent c'est un peu le sens qu'on donne, c'est qu'ils sont toujours dans le dos pour voir si ça va bien. Donc, ils veulent plus tenir en main, avoir le contrôle sur tout. C'est pas la meilleure façon. Moi, le sens du contrôle, je le vois plus dans un sens de moyen d'information pour m'assurer que les objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit au niveau du rendement personnel d'un employé ou du rendement de l'organisation, qu'on soit en mesure de mettre en place les plans pour s'assurer qu'on rencontre nos objectifs. Il y a 4 façons de contrôler. Je vais vous donner des exemples qui nous touchent. Contrôle global, par exemple, contrôle de toutes les transactions bancaires. Moi, chez nous, comme directeur général de la COFA, chaque 2 jours, je revérifie avec le contrôleur tous nos comptes à recevoir, nos comptes à payer. C'est 100% de contrôle sur toutes les transactions financières. Pourquoi? Parce que c'est aussi la réputation de la COFA, c'est également une façon d'avoir de clarifier certaines dépenses, c'est aussi une façon de se poser des questions, est-ce qu'on dépense trop ou pas assez? Une fois par semaine, on a une rencontre de budget. Une fois aux 3 mois, on présente nos états financiers au conseil d'administration. Donc, on a un contrôle global sur nos finances. Contrôle par exception. Par exemple, un contrôle par exception qu'on a, nous, c'est quand on fait de la formation à distance puis qu'on remplit des sondages, ben, on s'est fixé une certaine norme de qualité, puis quand la norme n'est pas atteinte, ben là, on se pose des questions. Pourquoi qu'on est plus bas ou pourquoi qu'on est plus haut? Quand c'est plus haut, on est content. Quand c'est plus bon, on l'est moins. Là, on va chercher du feedback. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Contrôle par échantillonnage au hasard. Moi, souvent, ce que je fais à l'occasion, je vais sur le site Internet, je regarde les textes qu'on a écrits. Est-ce qu'il y a des textes qui n'ont pas eu de révision linguistique? Il y a des fautes d'orthographe, puis je les ramasse pas toutes, mais j'en trouve souvent. Et donc, ça, c'est un contrôle par hasard, tout simplement. Et c'est de l'assurance qualité.
au niveau de nos contenus de texte. Et la même chose se fait souvent au niveau des contenus de cours. Puis le contrôle par échantillonnage prédéterminé, ben là, c'est qu'on détermine spécifiquement, par exemple, un certain cours qu'on veut vraiment regarder d'un point de vue andragogique, révision linguistique, adaptation, etc., etc. Donc, c'est différentes façons de contrôler. À un moment donné, on peut les utiliser. Moi, je pense que dans nos organisations, ceux qu'on utilise le plus souvent, c'est le contrôle par exception et le contrôle global. Euh, donc, j'ai Linda Hamelin ici. Est-ce que vous m'entendez tous et toutes? Hello? Oui? Linda, Linda, je vais juste répondre à Linda qui nous entend plus. Donc, j'ai répondu à Linda que le problème était de son côté. OK, on continue. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Tout est bon? OK. Maintenant, il y a 4 catégories. Laissez-moi 30 secondes, juste amener. Il fait chaud dans mon bureau. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît. OK, je suis de retour. Bon. OK. Donc, quand on parle des catégories de systèmes de contrôle, on a naturellement la mesure quantitative des extraits, et ça, on va en parler tantôt, la surveillance des comportements, au moyen de rapports quantitatifs et qualitatifs. Ça, c'est surtout pour la gestion des personnes. La participation et les contrôles intrinsèques, ça, on va le regarder un peu moins parce que c'est plus dans des organisations comme militaires, etc. Donc, la mesure quantitative, c'est dur à appliquer, c'est très coûteux, il y a souvent des inexactitudes, puis quand j'écris GIGO, ça veut dire Garbage In, Garbage Out. Et ça, on a le meilleur exemple des mesures quantitatives des extraits, c'est le système EIOS-CAMS. Donc, ce qu'on fait vraiment avec le EIOS-CAM, c'est qu'on a établi des mesures de performance et des indicateurs de performance pour lesquels on fait des entrées de données, le nombre d'individus, est-ce qu'ils ont fait une tâche jalon, leur type de formation, dans quelle voie ils sont, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment une mesure quantitative des extraits. Naturellement, ça aide à mesurer la productivité et la charge de travail. Mais il y a d'autres façons aussi, la gestion de projet, la gestion par objectif, par exemple. Nous, quand on fait des plans d'activité, des plans opérationnels, c'est qu'on se fixe des objectifs, on gère ça comme des projets et on voit si notre calendrier de réalisation, on le réalise et donc on a les résultats. Nous, on travaille beaucoup par gestion par objectif. Il y a l'évaluation de programme qui va se faire dans la prochaine année. Vous avez tous reçu la lettre que je vous ai envoyée dernièrement qui disait que le ministère voulait faire une évaluation de programme, le programme d'AFB, suite à l'introduction de 3 grands changements, le système de gestion du rendement, le cadre du CLAO et la formation à distance. Moi, je vous le dis, préparez-vous. Vous allez peut-être avoir des visites, des gens qui vont vouloir aller vous rencontrer et qui vont vous poser toutes sortes de questions sur les meilleures pratiques, les enjeux, les cibles, etc., etc. Nous, on a l'intention de jouer un rôle important, mais l'évaluation de programme fait partie, normalement, des programmes qui sont financés par le gouvernement. Normalement, tous les 5 ans, les gouvernements exigent qu'il y ait une évaluation de programme qui se fasse. Et donc, si on calcule qu'il y a à peu près 4 à 5 ans que le ministère a commencé à implanter le cadre du CLAO, ça serait à peu près le temps en 2015-2016 d'avoir une évaluation de programme. Et naturellement, il y a le système de gestion par projet, les Gantt, par exemple, qui sont, on a tous Microsoft Project, probablement certains d'entre vous. Nous, on l'a ici. On a notre expert Kim qui s'en occupe, mais ça nous permet aussi de, encore une fois, de gérer nos projets comme le projet des PFA, par exemple. Là, ce que je t'essaie de dire, c'est que ces contrôles-là, on en a déjà en place, qui ont été mis en place par le ministère. Vous allez comprendre pourquoi je vous amène avec ça.
La surveillance des comportements, ben ça c'est le contrôle du temps, la supervision directe, les rapports d'activité, les informateurs, là, un peu, il y a souvent dans les organisations des gens qui parlent plus que d'autres. Je pense pas que ça nous touche beaucoup ça, mais quand on parle de supervision directe, on parle de gestion du rendement, comme je l'expliquais tantôt. Ça c'est plus du point de vue de gestion du rendement des personnes. Je vais essayer de me dépêcher parce qu'il reste quelques acétates, puis il nous reste 10 minutes, puis je ne voudrais pas empiéter plus longtemps sur votre temps. La participation, ben, on postule que quand les gens participent, ben, on augmente un peu le contrôle sur la motivation parce que les gens sentent qu'ils font partie de la décision, donc il y a un niveau d'appropriation qui est plus élevé. Par contre, ce qui est important au niveau de la participation, c'est qu'il faut d'avance fixer les règles de participation. Parce que faire participer les gens, ça prend du temps, ça peut être compliqué. Donc, ce qui est important, c'est au début de fixer les règles de participation. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez l'intention de demander à vos gens de participer à une discussion puis de proposer des solutions, des réponses, il faut qu'au début, vous disiez, écoutez, je vous écoute, vous me proposez des choses, je prends la décision. Ou, on a un problème, je vous écoute, on prend les décisions ensemble, je vais mettre en place la décision qu'on a décidée ensemble. Ou, on a un problème, j'ai besoin d'une solution, je vous laisse prendre la décision et c'est votre décision que je vais implanter. Donc, il faut qu'on détermine les règles de participation. Parce que sinon, si on dit aux gens, vous discutez d'un problème, vous développez une solution, puis de toute façon, je vais faire ce que je veux, ben c'est pas très transparent. Donc, c'est pour ça qu'il est important de fixer les règles de participation. Contrôle externe, important aussi. Nous, ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les organisations publiques qui sont contrôlées par des instances extérieures. On fait partie d'un contexte d'organisation publique, qu'on soit un collège, un conseil scolaire ou un centre de formation communautaire, parce qu'on est financé par le gouvernement. Donc, il y a des instruments de contrôle. C'est écrit noir sur blanc dans vos contrats qu'on peut être vérifié par le vérificateur général du Canada. Donc, c'est important de s'assurer qu'on a mis en place des contrôles externes parce qu'éventuellement, il peut y avoir des contrôles externes, que ce soit par notre vérificateur qui vient une fois par année vérifier nos livres, mais ça pourrait être aussi par le vérificateur général de l'Ontario qui pourrait éventuellement vous demander d'ouvrir vos livres et savoir où les argents ont été dépensés. Qualité d'un bon contrôle, ben, il faut que ça soit centré sur les extrants, clairement définis, conforme au but de l'organisation, réaliste, stimulant et accepté par tous. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce que ça, c'est assez évident. Quand on dit centré sur les extrants, c'est vraiment la mesure du résultat. Faut que ça soit clairement défini parce qu'il n'y a rien de pire que des contrôles qui ne sont pas bien définis parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on essaie de contrôler ou de mesurer. Faut que ça soit en fonction de nos valeurs réaliste. Puis il faut que ça soit aussi stimulant. Ce que ça veut dire par là, c'est que on sait que si on met en place un contrôle puis qu'on a des buts à atteindre, le contrôle n'est pas tout bonnement, ben on a fait ça puis c'est réussi. Est-ce qu'il y a eu des leçons apprises ou des choses qu'on peut améliorer? C'est dans ce sens-là. Encore une fois, qualité d'un bon contrôle, il faut que ça soit en fonction du rendement attendu. Il faut que la collecte des données soit facile. Si vous mettez en place un contrôle, la collecte des données est trop compliquée, ça sert absolument de mettre en place un contrôle où le système pour collecter des données est plus complexe que l'atteinte de l'objectif. Il faut mesurer l'écart, il faut être capable de diagnostiquer les problèmes, il faut être capable de prendre action pour les corriger. Ça aussi, ça fait partie de la qualité d'un bon contrôle. Les exemples pratiques, c'est ça surtout là où je voulais aller. J'ai pris ça du contrat de l'ACOFA. Vous allez voir, utilisation des fonds et projets. Là, Romel me demande si je peux vous envoyer les diapositives après la formation. Oui, je pense, par exemple, ça va être enregistré. Et donc, je pense que vous allez pouvoir avoir accès à ce matériel-là. Sarah, est-ce que j'ai raison? Oui, bien sûr. Parfait. Donc, l'utilisation des fonds, ça vient directement de la clause 4.4 et 4.5. Il faut que les fonds soient utilisés conformément aux modalités de l'entente, conformément à l'ensemble des lois, des règlements des fédéraux, provinciaux et des règlements municipaux.
Règles et règlements se rapportant à tout aspect du projet. Il faut qu'on utilise les fonds uniquement afin de réaliser les projets. On dépense des fonds en conformité avec le budget. Il faut qu'on satisfait aux engagements en matière de rendement décrits à l'annexe E. Donc, ça, c'est les résultats qu'on doit atteindre. Puis, il ne faut faire aucune modification. Donc, quand on regarde ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le ministère me dit, moi, il faut que tu aies en place des normes comptables, tu aies en place des processus, tu aies en place un contrôle financier. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, je dis OK. Donc, là, je me pose des questions comme gestionnaire. Est-ce que j'ai vraiment les outils en place pour m'assurer que j'ai un bon contrôle? Là, les gens ont dit, oui, mais on a nous, le logiciel Sage. Sage qui nous permet de s'assurer que nos budgets sont suivis, etc., etc. Mais il y a plus que ça. Quand on lit ça, puis on creuse un peu, c'est est-ce que j'ai en place les processus? Donc, nous, on s'est posé la question. Au début, quand je suis arrivé, notre vérificateur nous disait on aimerait ça que vous ayez un processus de signature des factures qui est plus tight, là, qui est plus mieux géré, plus transparent. Donc, on s'est assis, on a regardé avec l'équipe, on a dit, OK, comment qu'on fait ça? Donc, on s'est dit, OK, normalement, nos factures, on les reçoit par courrier. Là, toutes les factures que je reçois, la première chose que je fais, c'est, quand je reçois une facture, est-ce que j'ai reçu le service pour lequel on me demande de payer? Par exemple, si j'ai acheté 2 ordinateurs, est-ce que les ordinateurs ont été livrés? Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Si j'ai demandé à un consultant de me développer une formation, est-ce que la formation a été développée au niveau de qualité et selon les normes qu'on avait fixées? Si la réponse est oui, j'approuve la facture. Donc, la facture est inscrite dans notre système et est mise contre un projet spécifique. Si c'est une facture de la formation à distance, bien là, oui, je la signe, mais je l'envoie à la formation à distance pour qu'eux vérifient aussi de leur côté. Une fois que c'est fait, on comptabilise, on prépare des chèques ou là, je signe les chèques, on fait l'envoi des chèques. Et là, maintenant, dernièrement, on a rajouté une composante. Maintenant, il y a beaucoup de choses que je paye directement par accéder à faire. Donc, notre processus va devoir être modifié parce qu'on fait maintenant de plus en plus des paiements électroniques. Pourquoi? Plus facile à gérer. Il y a une traçabilité avec les paiements par Internet qui est très transparente. Ça coûte moins cher de manipulation, etc., etc. Donc, on a établi un processus de signature de facture. Puis ça, c'est vraiment le processus qu'on suit. Là. Je ne vous ai pas dessiné ça à la dernière minute. Ça fait 2 ans et demi qu'on suit ce processus-là. Puis on a discuté de ça avec notre vérificateur et ça fonctionne bien. L'autre processus qu'on a mis en place, c'est qu'on a eu du financement de la Fondation Trillium de l'Ontario et on a reçu la permission de donner jusqu'à un maximum de 5 000 $ en microfinancement à certains projets qu'on approuve dans le contexte du collectif de la communauté du savoir. Puis chacun d'entre vous, si vous lisez le bulletin, si vous lisez le Contact Alpha, vous savez qu'on a un projet que la COFA est mandataire au nom de ses partenaires du budget du collectif de la communauté du savoir. Donc, encore une fois, on a mis un processus en place. Donc, on reçoit la soumission, les dossiers sont bien reçus, sont vérifiés par l'agent de projet. Là, on fait une présentation de projet au comité de sélection. Il y a des critères qui sont mis en place. Si les critères sont rencontrés, on regarde l'impact communautaire, la structure du projet, etc., etc. Si c'est refusé, la soumission est refusée. Si c'est accepté, ça continue. Donc, on a établi un processus qui est clairement établi et chaque étape est suivie religieusement. Pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment d'avoir le contrôle sur, le financement. Est-ce que c'est fait de façon éthique? Est-ce que c'est fait de façon transparente? Et le comité de sélection des soumissions dans le cadre du collectif de la communauté du savoir est au courant que c'est ça qu'on fait. Et pour chaque dossier, chaque soumission qu'on reçoit, il y a des cotes qui sont données par tous les membres. C'est compilé. Une fois que c'est compilé, on regarde est-ce qu'ils ont eu la note de passage. Donc, c'est très, très rationnel. Mais c'est normal parce qu'on gère beaucoup de fonds
Et on est redevable. Donc, à un moment donné, c'est nous qui allons devoir produire des rapports, des états financiers pour Trillium et on va être probablement audité par des vérificateurs externes à un certain moment donné. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit très rationnel, sérieux et que ça nous permet de contrôler. Donc, on a mis en place des contrôles. Dans ce cas-là, c'est des processus de contrôle qui nous permettent de prendre des bonnes décisions. Vous allez me dire, est-ce que ça s'applique chez vous? La même chose s'applique chez vous. Exactement. Vous payez des factures, vous payez des cartes de crédit, vous mettez un processus en place, vous suivez ce processus-là religieusement, vous avez en place des modes et des contrôles pour vous permettre de mieux gérer votre organisation. Et tout ça, quand on parle de gestion du rendement, quand on parle de contrôle qu'on a mis en place, nous permet d'atteindre les résultats qui nous sont fixés par nos bailleurs de fonds, donc d'atteindre les résultats, mais en utilisant de façon optimum les ressources qui nous sont allouées dans les délais impartis, donc dans les délais qui nous sont fixés. Et pourquoi qu'on réussit? Parce qu'on a mis en place des plans d'activité, on a mis en place des mesures de contrôle, ce qui nous permet éventuellement d'avoir du succès. Donc, ça conclut ma présentation, exactement 2h30. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on termine? Aucun? Donc, écoutez, Linda, oui, Linda, tu as une question. Linda Amelin a une question. Je vais répondre à la question de Linda. Vas-y, Linda. Faut que tu chattes. Non, Linda n'a pas de question. Dans ce cas-là, il faut que tu enlèves ta petite main qui est levée. Donc, moi, ce que j'aimerais vous demander, là, c'est sûr qu'on ne se voit pas, c'est difficile de faire ça au téléphone. J'ai tenté de vous donner le plus d'exemples possible. Donc, j'ai essayé de vous donner un côté théorique, mais également un côté plus pratico-pratique, parce que c'est effectivement ce que vous avez de besoin comme praticien, comme gestionnaire praticien, c'est d'avoir des exemples pratiques, des choses qui se font. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre ce que je voulais vous transmettre. Et si on revient à la première acétate où je vous disais c'est quoi l'objectif, qui était vraiment de vous permettre de développer une base théorique et pratique, des concepts de rendement puis de contrôle que vous pouvez utiliser dans votre gestion quotidienne. Donc, j'ai tenté de vous donner des outils qu'effectivement vous pouvez implanter. Si vous avez des commentaires ou des questions, gênez-vous pas pour me les envoyer. Mon courriel, c'est m comme Michel, mrobillard à coalition.ca. Mais étant donné que vous faites toute partie de mon réseau, vous pouvez m'envoyer des commentaires négatifs ou positifs en autant que c'est fait de façon constructive. Je suis toujours là pour essayer de m'améliorer. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vous asseoir avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et si vous avez besoin d'autres types de formations de ce type-là, d'autres formations de ce type-là, vous avez juste à me le laisser savoir, puis ça me fera plaisir d'en développer d'autres pour vous autres. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite une belle fin d'après-midi.